Voilà, donc je suis le docteur Adrien Schwitzkebel. Je suis arrivé sur Neuchâtel début 2019 grâce au monsieur en chaise roulante que vous voyez là-bas. Voilà, mon entraîneur de karaté qui pendant 10 ans me chambrait, me disait ouais, tu viendras faire médecin du sport et puis tu viendras sur Neuchâtel. Puis moi j'en savais rien, je pensais qu'à faire du karaté à ce moment. Puis finalement, ça s'est fait, voilà. Donc merci Franco, merci aussi à tous nos sponsors qui sont venus pour soutenir l'événement. Et puis je crois qu'on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Avec Dr Bougamra, on va vous parler de la tendinopathie calcifiante d'épaule. Voilà, donc 2 mots sur la clinique. Qu'est-ce que c'est ? C'est bêtement une calcification dans un des tendons de la coiffe de rotateur qui crée inflammation, symptômes et problèmes. L'étiologie, on ne la connaît pas vraiment. Est-ce que c'est microtraumatique ? Est-ce que c'est dû à des phénomènes d'ischémie transitoire lors du passement des tendons dans certains mouvements en lien avec les conflits? Est-ce que c'est une réaction à la nécrose cellulaire? Il y a des hypothèses, mais on n'en sait trop rien. Cliniquement, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous êtes médecin, physio, orthopédiste, vous savez reconnaître qu'une douleur de coiffe. Donc manœuvre de job positive, un autre test de la coiffe des rotateurs qui est positif, des amplitudes articulaires qui peuvent être douloureuses en fin de course, et puis les tests de conflit qui sont positifs. Personnellement, je préfère utiliser la manœuvre de Hawkins parce que plus sensible, plus spécifique que les autres. Voilà, ça a été démontré dans plusieurs papiers. Ce qui différencie peut-être qu'une tendinopathie entre guillemets classique de la coiffe, c'est qu'on a un peu plus facilement des phénomènes de conflit qui sont présents et positifs. Et lorsqu'on a une partie de la calcification qui s'est vécue dans la bourse, ça peut créer des belles inflammations. Donc ça crée un peu comme ça des symptômes paroxystiques. Tout à coup, les patients, ils sont très gênés, ils ne peuvent plus bouger, ils ne sont pas bien. Et puis ça répond assez bien aux anti-inflammatoires, ces symptômes. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait forcément le profil d'une tendinopathie de la coiffe. Enfin, juste cliniquement, c'est très difficile de faire la différence. N'oubliez pas, on peut avoir des calcifications dans les coiffes du rotateur, et puis quand ça n'a aucune corrélation pathologique, c'est relativement fréquent, il ne faut pas se faire piéger, parce qu'on trouve une calcification sur un examen d'imagerie. Ah, c'est ça, il faut que je le traite. Non, il va y avoir la corrélation entre la clinique et l'imagerie. Voilà, maintenant je vais laisser la parole au docteur Bougamra qui va prendre la suite de cette présentation. Donc notre radiologue ostéo-articulaire de référence à l'ERIS Radiologie, voilà, qui s'intéresse à la médecine du sport, également sportif, puisqu'il pratique cyclisme, randonnée. Voilà, donc moi je vais parler un peu du rôle du radiologue dans le diagnostic et le traitement. Pour me présenter, donc là on est une équipe de 6 radiologues. On a une 7e radiologue qui est ici dans la salle, donc on est 7 maintenant, depuis 6 mois environ. On est implanté sur 3 sites, donc à Rue-Pury, le site principal, puis ici à l'hôpital de la Providence, on a encore un 3e site à Gampelin. Donc on a 2 machines d'IRM, 4 machines d'échographie, 4 machines de radio, donc on est bien équipé pour la médecine de sport. Pour le plan, je vais parler donc comment on voit ces calcifications en radio, en écho, en IRM, et puis le rôle du radiologue pour participer au traitement. Donc pour ces calcifications, quand on prend le cas de la coiffe des rotateurs, classiquement donc elle est dans cette zone pré-insertionnelle, il y en a pas mal qui sont vers l'insertion. Elles peuvent migrer soit vers la bourse, donc là on voit très bien sur cette séquence IRM en coronale, donc la bourse sous-acromiodétoïdienne. Donc ça peut migrer vers la bourse, ça peut migrer dans l'os lui-même et ça peut migrer beaucoup plus rarement dans le muscle. Donc je vais vous montrer les cas de figure comme ça en imagerie. Donc pour les radios, généralement on fait 2 rotations internes et externes. Là j'ai écrit neutre parce que ce n'était pas vraiment une belle rotation, mais classiquement on fait 2 rotations de face et puis une rotation de profil. Donc ici c'est tout petit, je vais agrandir. Voilà les calcifications, donc c'est comme une corticale osseuse, c'est donc dense. Il y a même une classification pour le degré de densité, plus c'est dense et plus c'est dur d'extraire ces calcifications. Donc il y a 3 types du très dense, jusqu'au 3e type c'est comme du lait, vraiment laiteux, ça sort très facilement. Donc de profil on arrive à positionner cette calcification si elle est vraiment en arrière vers l'infraépineux ou plus vers le supraépineux. Donc là c'est un autre exemple, on voit une grosse calcification. Donc c'est plutôt laiteux, donc ça apparaît, ça se présente vraiment de cette façon. Donc dans l'espace sous-acromial, si ça dépasse le tubercule majeur, c'est qu'on est déjà dans la bourse sous-acromiodétoïdienne. Si c'est assez haut aussi, voilà un cas où on voit des calcifications qui descendent vraiment loin de l'insertion du supraépineux ou l'infraépineux. Donc là il y a déjà une migration des calcifications dans la bourse. Donc en radio standard, on ne voit pas tout le temps les calcifications, ce n'est pas vraiment le moyen le plus fort pour les détecter.
le moyen le plus sensible, c'est l'échographie. Voilà, en échographie, je vous ai pris des vidéos parce que les images, c'est pas toujours parlant. Donc là, on est sur une coupe axiale, on a le tendon du biceps, le supraépineux, le sous-scapulaire, et quand on défile, on voit des petites images blanches. Donc quand c'est très très dense, ça va atténuer, comme de l'os ici. Vous voyez, la corticale osseuse, elle est très blanche, et on voit rien dessous. Donc ça, c'est les calcifications qui sont très dures, comme une corticale de l'os. Par contre, quand c'est des calcifications peu atténuantes, donc on arrive à voir derrière, il n'y a pas de condambre postérieur. Donc dans l'épaisseur du tendon, on arrive à voir des petits points blancs dans l'insertion. Donc ça, c'est des petites calcifications, c'est très très difficile de pouvoir les visualiser sur une radiographie. Donc le moyen le plus sensible pour détecter les calcifications, c'est l'échographie. Ici, on voit par exemple une érosion, c'est assez classique de voir des érosions de l'os dans les anthèses avec des calcifications. Voilà, ici on est dans la gaine du biceps avec le tendon et l'épanchement. Sur une image coronale, voilà, vous voyez les images blanches à ce niveau, ça c'est exactement comme une corticale. Ça, c'est les calcifications, comment elles se présentent à l'échographie. Voilà, dans cet exemple, on voit ici en surface du tendon, cette image un peu gris, un peu noire, c'est la bourse. Donc c'est la bourse sous-acromiodétudienne avec du tissu synovial épaissi et du liquide. Et là, on voit aussi des calcifications qui ont migré dans la bourse. Donc l'échographie permet de montrer toutes les strates, la peau, la graisse sous la peau, le deltoïde, et puis la bourse quand il y a vraiment un remplissage, et puis on a les tendons de la coiffe. Donc dans ce cas, vous voyez très très bien, tout ce noir ici, c'est le liquide dans la bourse, et puis là c'est du tissu synovial épaissi. Et donc dans ce cas, on voit facilement la migration de calcification depuis un tendon. Donc ça, c'est des calcifications dans l'insertion du tendon sous-scapulaire avec une bourse épaissie et du liquide. Maintenant, je passe à l'IRM. Ce n'est pas le meilleur moyen de détecter les calcifications. Pourquoi? Parce que les calcifications sont noires, le tendon est noir, la corticale est noire. Donc tout est noir et on peut, si on n'a pas vraiment l'habitude, prendre la calcification comme une partie du tendon. Donc ici, on a une calcification en surface du sous-scapulaire, sur cette coupe axiale. Et là, en sagittal, on est à la partie inférieure de ce sous-scapulaire. Donc ça, c'est des sagittales T1, et puis ça, c'est des sagittales en T2. Sur le T1, s'il y a de l'œdème, on ne va pas le voir. Sur les T2, on peut très très bien les voir. Alors par rapport à l'échographie, on peut très facilement voir s'il y a de l'inflammation ou pas. Parce qu'on voit pas mal de fois des calcifications sans qu'il y a vraiment une inflammation derrière. Donc là, c'est un autre cas. Vous voyez qu'il y a du blanc. Il y a toute une atmosphère œdémaciée autour. Donc là, on est sur le sous-scapulaire. Et puis là, ça a migré un tout petit peu vers la bourse. Et tout ça, c'est de l'inflammation. Donc l'IRM, elle montre très très bien l'inflammation, que ce soit dans le tendon, dans la bourse ou dans l'os. Et elle montre les calcifications, mais pas de la même facilité qu'une échographie. Voilà, ça c'est un exemple. On voit la calcification dans le sous-scapulaire. On la voit à l'IRM. Puis c'est très difficile de dire ici s'il y a vraiment une inflammation tout autour. On peut mettre le Doppler, mais ce n'est pas la même facilité qu'une IRM. Alors il y a encore des séquences plus sensibles pour détecter les calcifications, ce qu'on appelle des séquences en T2 étoiles. Ça permet de plus facilement voir s'il y a des calcifications dans les muscles ou les tendons. Donc là je vous montre des coronales T1 à gauche et puis T2 à droite. C'est un arthro-IRM. La calcification elle est ici. Ce n'est pas toujours facile de la voir. On voit que sur les T1, on ne voit pas du blanc autour, il n'y a pas d'œdème. Et sur la T2, on a du blanc. Je vais agrandir pour montrer un peu mieux. Donc là, on défile. Et puis ça, c'est la calcification dans l'épaisseur du tendon. Et puis, ça peut mimer en fait une déchirure à l'intérieur. Si on voit cette image ici, on dirait qu'il y a une déchirure interstitielle. Ce n'est pas toujours évident tout autour d'une calcification. Mais voilà comment ça se présente. Ça, c'est une grosse calcification. Et le blanc en surface qui descend jusqu'ici, c'est la bursite sous-acromiale. Alors pour ce cas, on arrive à voir la calcification de façon plus facile déjà sur le cliché d'arthroscopie et quand on fait un cliché d'arthrographie. Donc les calcifications se voient assez facilement sur une radio, mieux qu'une IRM. Voilà une calcification atténuante, donc c'est une calcification très dense. On voit que derrière, ça devient noir comme une corticale osseuse. Donc ça, c'est des calcifications très dures à extraire. Je voulais juste fusionner pour voir un peu l'intérêt de la radio par rapport à un écho. Donc la radio, elle montre très très bien l'intérieur de l'os. Elle n'arrive pas très très bien à analyser les tissus mous, mais quand il y a des calcifications, on les voit facilement. À l'échographie, là où c'est dense, on n'arrive pas à voir derrière. Donc
des migrations profondes ou dans l'articulation, on n'arrive pas à visualiser. Voilà, ça c'est un cas qui illustre très très bien la migration de calcification. Donc sur cette image, on voit qu'il y a du noir dans la corticale osseuse. Donc la calcification a migré dans l'os lui-même, avec tout ce blanc autour, c'est de l'œdème osseux. Donc là, c'est de l'inflammation de l'os, parce qu'il y a une calcification qui a migré. Et puis on voit ici une deuxième qui est à l'extérieur du tendon. Elle a migré dans la bourse, et tout ça, c'est l'inflammation de la bourse sous-acromiale. Donc on voit tout ce qui est gris ici, c'est du tissu synovial épaissi. Et donc là, c'est une bursite sous-acromiale et une inflammation de l'os suite à la migration de ces calculs. Sur les coupes axiales, on voit très très bien aussi, tout ce blanc, c'est l'inflammation de l'os suite à la migration des calcifications. Et ici, on voit très très bien cette migration dans la bourse, et tout ça, donc, c'est l'épanchement dans la bourse. Sur les coupes sagittales, on voit aussi très très bien ici la calcification, l'œdème osseux. Et puis, tout le blanc autour, c'est la bourse sous-acromiale qui est remplie de liquide. Le même cas en échographie, c'est pas très parlant. On voit qu'il y a une érosion dans l'os, mais on n'arrive pas à comprendre que c'est une calcification qui a migré dans l'os lui-même. Un cas encore assez rare, voilà, on voit des calcifications dans l'épaisseur du tendon, mais on voit qu'il y a de l'œdème qui part dans le muscle lui-même, avec des calcifications dans le muscle. Donc ça, c'est des migrations de calcification plutôt de l'anthèse, dans le muscle lui-même. Là, on n'arrive pas à l'échographie à très très bien voir l'inflammation. On arrive normalement à voir de l'œdème, mais ce n'est pas si évident qu'à l'IRM. Voilà, sur les coupes axiales, on voit ces calcifications dans le tendon, et puis il y a une migration dans le muscle lui-même. Et puis en sagittal, c'est encore assez illustratif. Voilà les calcifications. Tout le blanc, c'est de l'inflammation dans le muscle. Et puis les images noires ici, c'est la migration de ces calcifications dans le muscle. Alors, pour le radiologue, il intervient sur une partie du traitement. On peut faire les infiltrations. Alors, soit il y a beaucoup d'inflammation dans l'articulation glénomérale, on fait une infiltration intra-articulaire, ou une infiltration dans la bourse, et on fait les ponctions lavage de ces calcifications. Pour l'autre partie du traitement, je ne vais pas le détailler. Donc on fait les ondes de choc, mais ce n'est pas donc, en radiologie. Il y a les ondes de choc, la chirurgie, et puis bien sûr le traitement conservateur avec la physiothérapie et les anti-inflammatoires. Donc pour le radiologue, on fait les infiltrations intra-articulaires. Donc il y a cette voie postérieure, on vient en profondeur de l'infraépineux. On a un récessus postérieur. Donc voilà un exemple avec l'aiguille, avec la pointe qui arrive en profondeur du muscle infraépineux. Et puis on injecte donc, de la cortisone retard qui reste environ 6 semaines dans l'articulation. Deuxième voie d'abord plus facile, donc la gaine du biceps. Voilà ici on a l'aiguille qui arrive. Donc ce qui est blanc ici c'est l'humérus. Et puis là on est en profondeur du tendon, puis on injecte l'anti-inflammatoire. Des fois quand il y a beaucoup d'inflammation, on fait aussi l'aspiration de l'articulation avant d'injecter donc, la cortisone. Le liquide après, si je touche la synoviale, ça saigne facilement, donc, mais de toute façon, c'est du liquide gélatineux. Ce n'est pas vraiment comme de l'eau. Voilà la deuxième. C'est vraiment de la gélatine. Après, on pique la bourse sous-acromiale. Donc, on a le tendon supraépineux. Et puis, on se met dans l'épaisseur de la bourse. Et on injecte. Donc, le blanc ici, c'est le tubercule majeur, le supraépineux, et puis on injecte dans la bourse, et on voit très très bien la bourse qui se remplit. Voilà encore un exemple. Donc ça, on est vraiment sous la peau est là, et puis à peine quelques centimètres, on est déjà dans la bourse. Voilà après le contrôle avec la bourse bien remplie. Voilà, après on fait les ponctions aspiration des calcifications, plus ou moins des triturations. Donc les triturations, c'est de faire saigner le tendon pour créer de l'inflammation. Et la ponction aspiration, donc on vise la calcification et on essaye d'aspirer toute la calcification. Faut pas, donc les contre-indications, c'est les patients asymptomatiques, les calcifications de très petite taille, et puis s'il y a déjà une migration dans la bourse. Alors dans un premier temps, on pique la bourse, on met un anesthésion, et après on pique la calcification avec du sérum physiologique,
Et puis, il y a deux méthodes, soit avec une seule aiguille, et on fait des manœuvres donc, de piston, ou avec deux aiguilles. Donc ça ressemble à ça, quand on est avec une seule aiguille, on met l'aiguille donc, dans la calcification, et puis on fait des mouvements de piston. Le résultat final qu'on espère avoir, c'est une coque calcifiée avec un contenu qui est liquidien. Voilà un autre exemple. Donc on a l'aiguille dedans, on prend des aiguilles roses ou même plus grosses si c'est très très dense, et puis on fait des ponctions, aspiration. Là c'est un exemple de calcification vidée, ça date d'hier. La patiente est venue en fait pour faire la ponction et en fait elle a vidé la calcification de façon spontanée dans l'intervalle. Donc il y a eu un mois entre la première écho et celle d'hier. Donc ça c'est une migration spontanée ou une vidange spontanée de la calcification. Donc voilà ce qui reste quand elle est vidée. Il y a toujours les contours qui sont denses et puis l'intérieur devient liquidien. Alors quand on aspire ces calcifications, on voit un dépôt. Là c'est pas très bien visible, mais on voit un peu de dépôt qui arrive. Au final ça fait donc au lieu d'avoir du sérum physiologique bien clair, ça devient trouble avec un dépôt de calcaire au fond de la seringue. Rapidement, pour l'efficacité, en fait, il y a un problème de série donc dans la littérature. Là, c'est un article de 2015 du journal américain de radiologie. Il n'y a pas en fait un seul intervenant sur cette pathologie. Donc les patients sont pris par plusieurs spécialistes et on a de la peine à comparer tous les traitements. Donc pour ce premier article, il ne s'est pas prononcé. Après, pour les facteurs pronostiques, quand on fait des ponctions aspiration, s'il y a un bon rétablissement dans les 3 premiers mois, c'est un très bon pronostic. Par contre, si on a des gens qui sont venus très tardivement, si on pique des très petites calcifications, le pronostic est moins bon. Voilà, j'ai essayé de faire vite et je te cède la parole. Là, je vous donne encore quelques mots sur le traitement. Alors, en première intention, comme souvent, le physiothérapeute peut des fois débloquer la situation, surtout si on a d'autres phénomènes que la calcification qui explique la douleur, une raideur relative. Ça permet aussi des fois de temporiser pour la calcification se calme ou s'évacue. Donc, c'est surtout une physiothérapie active avec comme but maintenir les amplitudes articulaires, voilà, travailler un peu la proprioception, le recentrage huméral. Je vous ai mis un exemple là, des bons que je fournis aux physiothérapeutes, si jamais. Après, aussi, quelque chose qui vaut la peine, c'est les ondes de choc. Pourquoi? Parce que dans la pathologie de la coiffe des rotateurs, on essaie beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choses qui fonctionnent, mis à part la chirurgie et puis la rééducation. Et puis, pour l'entité de la calcification, bon, on a les traitements à l'aiguille que le radiologue peut proposer, mais on a aussi les ondes de choc. Alors, il y a une grande revue de littérature sur les ondes de choc qui a un peu compilé toutes les études qui ont été faites. Et puis, là, on voit les chiffres dans ce que je vous ai marqué. On a une grande majorité d'études qui sont positives quand on traite une tendinopathie d'épaule calcifiante, mais par contre, on a beaucoup moins d'études qui sont positives quand on s'intéresse à une tendinopathie non calcifiante. Donc, si on regarde, j'ai différencié les deux technologies, focale ou radiale, on y reviendra un peu plus tard. Parce qu'on peut soit focaliser toute l'énergie des ondes de choc en un point précis, soit mettre des ondes de choc qui diffusent dans les tissus. Et puis on voit que les focales ont été beaucoup plus étudiées pour cette entité et puis qu'elles ont un bon succès. Les radiales, on n'a pas vraiment encore assez de recul pour pouvoir se prononcer. Voilà, et puis dans la dernière revue de littérature de Cochrane qui date de 2020, on a des résultats qui sont positifs. Voilà, pour une revue Cochrane, c'est énorme parce que souvent, ils concluent, comme ils sont hyper sévères, qu'on ne peut pas conclure à l'efficacité du traitement. Voilà, là, c'est tout simplement une étude où ils ont reporté qu'avec les ondes de choc, ils faisaient aussi disparaître les calcifications. Donc, on ne fait pas que stabiliser la pathologie, avoir un effet antalgique, on a vraiment un effet mécanique de destruction de ces calcifications. Voilà. Dans cette étude, il nous montrait que finalement, on était autant efficace dans les procédures à l'aiguille. Après, encore une fois, il faut faire vraiment attention à quel type de calcification on cible.
parce que je pense qu'il y a certaines calcifications qui répondent mieux à un traitement qu'à l'autre, on va y venir. Et puis voilà, donc pratiquement comment ça se fait, ce qu'on propose, c'est d'abord de faire un éco-repérage. Donc avec l'échographie, je me suis dit je ne vais pas vous mettre des images d'écho mal faites vu qu'on a eu un super topo sur le sujet. Et ce qu'on fait, c'est qu'on repère la calcification, on met le patient dans une position de nez, on lui demande de ne plus bouger, et puis on marque au stylo à peau vraiment la zone où se trouve la calcification. Et puis après, dès que c'est fait, on applique le faisceau d'onde de choc. Quelles sont les entre guillemets, bonnes indications? Je dirais si on a plusieurs calcifications de petite taille, parce qu'avec les ondes de choc, on va plus facilement détruire une calcification qui est petite. Ça va être plus difficile de les approcher avec une aiguille. Ça peut aussi servir éventuellement à compléter un geste à l'aiguille quand le radiologue il a déjà fait son travail et puis qu'il est embêté parce qu'il se retrouve avec plein de petites calcifications mais qu'il ne sait plus vraiment comment les cibler. Donc il faut faire un petit complément. Et puis je dirais, si on a une volumineuse tendinopathie, en plus de la calcification, on peut tenter le coup. Ça peut être intéressant aussi d'essayer de traiter la tendinopathie avec les ondes de choc. Même si une tendinopathie seule, la coiffe diratateur, je ne trouve pas que les ondes de choc c'est une excellente indication. Comme je l'ai montré avant, les études sont mitigées. On peut quand même, puisque de toute façon on doit y aller, essayer aussi de traiter la tendinopathie. Donc il faut en général 4 à 9 séances de choc pour statuer si on était efficace ou pas. Et puis essayer pendant la séance et au fil des séances vraiment d'augmenter l'énergie. Parce que c'est ça la clé, c'est d'arriver à travailler avec une assez grande énergie, en tout cas pour les focaliser. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais souvent quand on travaille à trop faible énergie, malheureusement on n'est pas efficace, particulièrement pour les calcifications. Si on veut pouvoir les détruire, il faut mettre l'énergie. Alors oui, ça peut faire mal aux patients, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on y aille progressivement. Qu'on le fasse dans de bonnes conditions. On peut prémédiquer avec des antalgiques, paracétamol, tramadol, si possible éviter les anti-inflammatoires et l'anesthésie locale qui peuvent biologiquement limiter l'effet des ondes de choc, du moins sur la structure tendineuse. Voilà, puis dernière étape, dès qu'on a fait tout ça, si on n'y arrive pas, on passe la main au chirurgien qui lui peut traiter les calcifications de manière très efficace. Là vous voyez des images d'arthroscopie. Donc quand il entre dans la bourse, le chirurgien il voit en superficie du tendon la calcification qui pointe le bout de son nez. Avec un petit instrument, il va agrandir l'ouverture. Puis après, quand il presse sur le tendon, il peut faire sortir toute la calcification. Donc je dirais chirurgie, soit en seconde intention, soit en première intention quand on a une calcification qui est dure, qui est vraiment de gros volume, ou aussi qu'on n'y arrivera pas. Ou éventuellement si on a un patient qui a tout de suite par choix envie d'aller à la chirurgie. Donc je dirais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que contrairement aux autres tendinopathies, la tendinopathie calcifiante, on a des solutions. Voilà, on a des solutions avec le radiologue. Voilà, on a les gestes éco-guidés et les ondes de choc. Pour les tendinopathies non calcifiantes, on est bien plus embêté. Dernièrement, on vient de sortir en collaboration avec la Tour une grande étude pour voir si les plasmas riches en plaquettes peuvent aider. Ce n'est pas le cas, on était négatif. Donc on a amélioré tous nos patients, que ce soit avec oxalate ou plasma riche en plaquettes dans les petites lésions de la coiffe diratateur qu'on avait bien sélectionnées. Donc là on est un peu plus embêté. Voilà, donc il faut vraiment se fier aussi à l'apparence, on va dire morphologique et radiologique des calcifications pour choisir le traitement. Et puis cliniquement y penser quand vous avez un patient qui tout à coup a des évolutions par poussée, voilà, qui réagit très bien aux anti-inflammatoires ou des phénomènes de conflit présents.